L'accès et le séjour au Cameroun nécessitent l'obtention d'un visa, ce document officiel qu'un étranger doit présenter lors de son entrée sur le territoire de notre pays. Concrètement, en Belgique, depuis le 1er mai dernier, la procédure d'obtention du visa pour le Cameroun a changé. Exit la version papier. Le Cameroun a basculé vers le e-visa. Tout se passe désormais en ligne à travers le portail des prestations consulaires, une plateforme digitale instaurée par le ministère des Affaires étrangères. Annoncé en grande pompe par les autorités camerounaises au début de l'année 2023, le portail www.evisacam.cm est donc opérationnel depuis un mois. Les informations sont disponibles en français et en anglais. Après un mois de mise en service, tout n'est pas rose, comme dans toute initiative. Des difficultés de démarrage sont apparues. Quelques couacs ont ainsi été signalés par les usagers, notamment à l'étape de paiement. Pour en savoir un peu plus sur ce tout nouveau service consulaire et dans le but d'éclairer les usagers, la rédaction de Clamer.be rencontre aujourd'hui une personne de référence. Le ministre plénipotentiaire Olivier Kenago-Tazo nous explique méthodiquement les étapes à suivre du pré-enrôlement en ligne depuis votre salon jusqu'à l'impression du visa ici à l'avenue Brugman. Monsieur le ministre plénipotentiaire, bonsoir. Bonsoir. Merci de recevoir la rédaction de Clamer.be. Et dans un premier temps, est-ce que vous pouvez, monsieur le ministre, nous présenter brièvement votre service? Tout d'abord, permettez-moi de remercier la rédaction de Clamer.be pour l'intérêt qu'elle accorde aux activités de l'ambassade, lequel intérêt a motivé la décision de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, de m'autoriser à m'entretenir avec vous ce jour sur cette innovation que vous venez de si bien présenter brièvement. Alors, l'ambassade du Cameroun à Bruxelles est une mission diplomatique classique qui s'occupe tant des questions économiques, politiques que des questions consulaires. L'entretien de ce soir va donc mettre l'accent sur les questions consulaires, parmi lesquelles la délivrance du visa d'entrée au Cameroun aux étrangers qui en font la demande. Merci, Excellence. Est-ce que vous confirmez, sur le plan des demandes de visa, que la version papier est aujourd'hui révolue? La version papier est résolument révolue et je dois vous dire que cet aboutissement est en fait la conséquence d'un processus d'abord législatif qui a commencé par la modification de la loi de 1997 qui régit les entrées et les sorties au Cameroun, laquelle loi a été modifiée en 2022 pour introduire le visa numérique. Il n'a pas suffi de cette loi parce que par la suite, en mars de cette année même, un décret d'application de la loi a été adopté, mettant en cohérence le processus de délivrance du visa avec la loi modifiée et avec également la loi des finances qui avait été précédemment adoptée, modifiant les catégories de visas, ajustant le coût des visas et précisant les conditions et les étapes pour la délivrance de ce sésame qui permet justement l'entrée et l'accès au territoire camerounais. Justement, dans votre explication, M. Tazo, vous avez indiqué qu'il y a plusieurs types de visas. Vous pouvez nous les rappeler? Principalement, vous avez deux types de visas. Vous avez les visas dits de court séjour qui vont de 0 à 6 mois et qui sont délivrés aux étrangers qui viennent au Cameroun soit pour des raisons d'affaires, soit pour des visites familiales, soit pour le tourisme. Le coût de ces visas est de 100 000 lorsque vous en faites la demande selon une procédure dite ordinaire qui dure 48 heures, ou de 150 000 lorsque vous en faites une demande suivant la procédure dite express. Et dans ce cas, le visa est délivré en 24 heures. Ensuite, vous avez le visa de long séjour qui s'étend jusqu'à 1 an et qui est réservé soit à des gens qui viennent au Cameroun pour des raisons professionnelles, et dans ce cas-là, j'insiste là-dessus, il faut disposer d'un contrat de travail revêtu du visa du ministre en charge du travail ou pour les étudiants d'une attestation d'inscription dans une université ou grande école camerounaise. La précision valait la peine, Excellence. Et je vais juste rappeler à la suite de ce que vous venez de donner comme explication et au niveau des coûts, que quand vous parlez de 100 000 francs, il s'agit de plus ou moins 153 euros. Vous avez évoqué notre coût de 129 euros pour les visas dits long séjour et 229 pour les visas express donc, et 305 euros pour les visas express long séjour. Exactement. La précision valait la peine. Maintenant, merci. On arrive justement à la nouvelle procédure de délivrance des visas. Oui. Où et quand, moi, citoyen,
souhaitant aller au Cameroun, dois-je introduire ma demande de visa? Mais écoutez, je dois dire à cet égard que la nouvelle procédure a simplifié la démarche des demandeurs de visa pour le Cameroun. Elle a également facilité le traitement de ces demandes de visa par les fonctionnaires consulaires dont nous sommes. Où devez-vous introduire votre demande? Je dirais partout. Vous pouvez le faire dans un bus, vous pouvez le faire dans un métro, depuis votre salon, à partir de votre smartphone ou à partir de votre desktop. Il suffit pour cela d'accéder au site unique ivisacam.cm. Vous devez, une fois que vous avez accédé au site, créer un compte. Cela dure 3-4 minutes. La démarche est une démarche classique que l'on observe sur la plupart des sites de commerce en ligne. Et une fois donc que vous avez créé un compte, vous accédez au formulaire de demande de visa. Et là, ce sont tout simplement les éléments que vous produisiez physiquement à l'ambassade, que vous renseignez de manière électronique. Et ensuite, vous devez joindre à votre formulaire de demande les documents qui soutiennent la dite demande. Enfin vient la phase du paiement. Et une fois que le paiement est accepté, votre demande est soumise et vous recevez les notifications y afférentes, tant dans le compte que vous avez créé que dans votre boîte mail. Vous venez de rappeler ici les différentes étapes. Vous avez parlé du pré-enrôlement. Oui. Ensuite, la phase où il faut remplir le formulaire. Oui. Ensuite, le paiement. Et justement, pour la phase de pré-enrôlement, lorsqu'on a créé son compte, comme vous venez de l'expliquer sur le portail ivisacam.cm, Oui. est-ce que les pièces exigées pour les demandes de visa ont changé? Elles n'ont absolument pas changé. En l'occurrence, je vais vous renvoyer aux articles 34, 35 et 36 du décret de mars 2023 qui reprécisent donc les conditions de demande de visa. Essentiellement, lorsque vous sollicitez un visa d'entrée court séjour, qui est dit visa temporaire, vous devez produire en effet un passeport dont la validité est supérieure à 6 mois. Vous devez également présenter un billet d'avion circulaire aller et retour, une lettre d'invitation ou un certificat d'hébergement, les certificats internationaux de vaccination qui vont faciliter la traversée de la frontière à l'arrivée et les assurances de prise en charge, des assurances voyage, comme on le dit. Donc c'est une procédure qui, en vérité, est dématérialisée, est davantage facilitée et jusqu'à ce jour, et là je sais que j'anticipe sur une question que vous me poserez tout à l'heure, les retours que nous avons sont très satisfaisants. Avant d'arriver au retour, quelque chose de très pertinent dans vos explications, c'est qu'on n'a pas changé du tout les documents à présenter, mais par contre, on a aussi les Camerounais de naissance, ou plutôt d'origine, qui sont devenus étrangers, par exemple belges en Belgique. Est-ce qu'on exige encore et toujours, est-ce qu'on envisage exiger désormais tous ces documents? Parce que lorsqu'on était encore dans la phase papier, il y avait un seuil de tolérance qui voulait qu'un Camerounais né au Cameroun, qui a encore des parents au Cameroun, ne présente pas absolument une invitation ou un certificat d'hébergement. Est-ce que la mise en ligne de la démarche aujourd'hui contraint ce type de public à fournir ces documents absolument? Vous savez que de manière générale, la délivrance d'un visa d'entrée reste et relève une décision souveraine qui est prise par l'agent consulaire agissant ainsi en toute souveraineté en vertu de l'autorité que lui a confiée l'État. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Daniel Evina Abe, l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles, avait précisément et a précisément adopté des mesures de facilitation tenant compte des éléments de contingence que vous avez énumérés tout à l'heure, qui font que l'appréciation des dossiers tient compte des profils que les agents consulaires ont devant eux. En tout état de cause, retenez que, quoi qu'il en soit, la demande de visa d'entrée au Cameroun introduite par les étrangers qui veulent séjourner au Cameroun fait l'objet d'un traitement, j'allais dire, objectif, souple et ouvert qui prend en compte l'ensemble de leurs conditions. Je pense que les citoyens camerounais d'origine seront très contents d'entendre cette explication parce qu'il y a eu comme un vent de panique. La mise en ligne a créé un vent de panique. On se demandait si cette souplesse allait disparaître avec la e-visa. En l'occurrence, je dois dire que la panique n'a pas eu lieu. Merci. La précision valait vraiment la peine. Et alors, pour rebondir en interne, M. Tazo, ce changement a sans doute eu un impact sur l'organisation des services consulaires.
Et qui fait quoi ici à l'ambassade désormais? Combien de bureaux l'usager doit-il désormais pousser pour retirer son visa? Parce qu'on a parlé des étapes où on commence par exemple dans un bus pour terminer à l'ambassade où on vient chercher son visa. Est-ce qu'il y a un rang à faire? Est-ce qu'il y a plusieurs bureaux? Est-ce que vous avez le personnel approprié pour ce type de délivrance de visa? Je pense que l'ambassade du Cameroun s'est toujours distinguée par la célérité et la diligence dans la délivrance des services consulaires. Le e-visa, qui est en vérité un saut qualitatif, est venu renforcer cette capacité de l'ambassade à délivrer les services à ses usagers. Et bien aujourd'hui, nous disposons d'une équipe, la même, qui s'occupait il y a quelque temps des services de visa, qui est tout à fait dédiée à cette nouvelle approche. Et je dois souligner, cela est très important, que le lancement, la généralisation du e-visa en début mai de cette année, qui a été ici supervisé par son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, comme vous avez pu le constater sur les médias, était en fait l'aboutissement d'un long processus préparatoire qui a commencé il y a environ 1 an, sinon plus, et qui a permis au personnel de l'ambassade de s'adapter, eux aussi, à ce changement de paradigme, d'acquérir les outils, d'acquérir les instruments de travail qui leur ont permis d'être immédiatement opérationnels lors du lancement. Donc, les équipes sont là, avec différents niveaux d'accréditation. Je ne vais pas vous dévoiler toute la configuration en interne que nous avons, mais je puis vous rassurer qu'à chaque niveau, vous avez des équipes aguerries, expérimentées et dévouées, comme vous le savez si bien, qui sont prêts à prendre en charge nos usagers, tant au niveau de l'enrôlement qu'au niveau de l'impression de la vignette de visa. Je dois ajouter d'ailleurs qu'au moment du lancement, étant donné que l'outil était nouveau, tant pour nous que pour les usagers, nombreux sont ces usagers qui sont venus à l'ambassade pour solliciter une assistance. Eh bien oui, le personnel qui a été formé et qui était déjà familiarisé à cet outil a volontiers accepté de les prendre en charge, de les accompagner dans le processus de création du compte, dans le processus même de paiement, à travers leurs moyens de paiement, et leur a donc permis de se familiariser avec cet outil qui, une fois mis de côté la peur de l'outil informatique, on se rend bien compte qu'en fait, c'est un outil très convivial, très accessible, et qui nous facilite la vie à nous tous. Est-ce que cet appui dont vous venez de citer a été gratuitement offert au public? Absolument gratuitement offert au public, vous demandez catégoriquement toute implication de l'ambassade dans éventuellement un rackettage pour demander une inscription en ligne? Absolument pas. Cela ne relève pas de l'ambassade et vous pouvez rassurer vos auditeurs qu'à l'ambassade, l'assistance reste gratuite et cette assistance se poursuit aujourd'hui encore pour ceux et celles de nos usagers qui éprouvent des difficultés à accéder au site e-VisaCam et à se faire délivrer les services qui y sont dédiés. Et voilà. Et est-ce que vous avez quelques statistiques? On est à, on va dire, 30 jours du lancement de ce processus. Est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre de demandes et est-ce que ces demandes-là vont directement avec le nombre de visas délivrés? Les statistiques parlent d'elles-mêmes et elles sont éloquentes. Je suis d'ailleurs très heureux de pouvoir en parler aujourd'hui et tout à l'heure je vous en ferai la démonstration sur l'outil de travail. Vous verrez qu'à ce jour, nous avons environ 400 visas formellement délivrés. 400 visas délivrés sur pratiquement le même nombre de visas demandés. Qu'est-ce qui se passe en fait? Lorsque l'usager introduit sa demande de visa, nous disposons des délais légaux que j'ai indiqués tout à l'heure pour y répondre. 72 heures maximum pour les visas ordinaires et 24 heures pour les visas express. Alors, l'examen de ces dossiers se fait de manière très souple, comme je vous l'ai dit, et dès lors que le fonctionnaire consulaire a l'impression qu'un élément essentiel manque à la demande, il fait une demande d'ajout de ce document-là à travers un bouton qui s'appelle la mise en attente du dossier. Ce n'est pas un rejet, c'est juste un processus qui permet au dossier de revenir au niveau de l'usager qui peut donc le reprendre à main et y ajouter les pièces demandées, le soumettre à nouveau gratuitement et à ce moment-là, le dossier sera sanctionné par le responsable consulaire. Donc le taux de rejet, je dirais, il est quasi nul, la célérité est de mise, nous respectons les délais et pour ma part,
selon le retour que nous percevons, la satisfaction est totale. Vous avez anticipé effectivement sur le feedback de terrain. Et alors, mais dans quelques cas de figure, il y a quand même eu le lien d'activation reçu par email qui ne fonctionnait pas. C'est-à-dire l'adresse pouvait se retrouver sur plusieurs lignes en reconnaissance visiblement pas encore. Donc le site ne reconnaissait pas visiblement les liens, un lien réparti sur plusieurs lignes. Du coup, l'usager était bloqué dans le processus d'enregistrement. Est-ce que cela a déjà été corrigé ou... Cela, je dois vous dire que comme tout système nouveau, effectivement, Ivisacam a fait face à quelques difficultés. Des difficultés qui étaient très souvent liées, quand on y regardait de près, de la méconnaissance de l'outil par les usagers. Mais aujourd'hui, je suis d'ailleurs étonné moi-même de la rapidité avec laquelle les usagers se sont appropriés ce système. Les difficultés que vous évoquez, qui ont été constatées au début, sont aujourd'hui résorbées. Et j'anticipe sur une autre question que vous allez certainement me poser, s'agissant du module de paiement. Oui, à un moment donné, on a fait face à quelques difficultés sur les modules de paiement, mais aujourd'hui, ces difficultés sont derrière nous, parce que le système fait l'objet d'une mise à jour en permanence. Nous ne sommes que la face visible de l'iceberg. En vérité, l'équipe technique qu'on ne voit pas, elle travaille jour et nuit pour faire de ce système un système de référence, un système robuste, un système résilient, et surtout un système efficace qui déjà aujourd'hui nous permet de délivrer ce service essentiel aux usagers dans les temps prescrits par la loi camerounaise. Okay. Et dans les démarches, très souvent, si l'usager perd ou par exemple oublie son mot de passe, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il perd toutes ses données préalablement encodées ou pas? Pas du tout, c'est pas grave du tout, parce que le principe est le même que sur tous les sites de e-commerce, pareil. Dès lors que vous avez perdu votre mot de passe, votre adresse email de récupération de backup existe, et sur le système, vous pouvez toujours le récupérer en changeant tout simplement de mot de passe à travers un code d'authentification qu'on vous enverra dans l'adresse mail que vous avez utilisée. Vous avez expliqué effectivement que le personnel qui est en back-office fait des vérifications nécessaires et suspend parfois des demandes pour que les corrections soient apportées. Que dois-je faire si j'encode des données erronées en complétant par exemple mon formulaire de demande de visa? Est-ce que je dois attendre, je dois faire un clic forcé ou dois-je attendre que le système me demande de corriger cette erreur-là? Alors, vous avez constaté tout à l'heure lors de la démonstration qu'il y a des informations obligatoires que vous seul devez produire. Par exemple, les informations sur votre passeport, le système ne les a pas. Donc, vous les produisez et le système les prend en compte simplement parce que c'est vous qui les encodez telles qu'elles sont. Alors, ces informations sont prises en compte par le fonctionnaire consulaire qui traite la demande. Et s'il apparaît qu'il y a une discordance entre, par exemple, les données du document de voyage telles que vous les avez encodées et telles qu'elles apparaissent sur les copies soumises en appui de votre demande, eh bien le fonctionnaire consulaire n'aura pas d'autre choix que de vous retourner le dossier en vous demandant de le mettre à jour. Justement, et dans la phase, on va dire plutôt de paiement, parce qu'ici on a beaucoup parlé de la phase de pré-enrôlement, d'enregistrement de pré-enrôlement, vous avez déjà évoqué le paiement, mais quels sont les divers modes de paiement acceptés aujourd'hui? Parce que le système avait été lancé avec le système de paiement PayPal, et qui a reçu quand même quelques critiques. Quels sont les systèmes acceptés aujourd'hui pour le paiement? Au jour d'aujourd'hui, on assiste à une diversification des modes de paiement. Effectivement, lors des premiers jours, mais des tout premiers jours du système, PayPal était la plateforme à travers laquelle le paiement était fait. Mais aujourd'hui, vous pouvez payer via Visa ou via Mastercard. Et le travail est en train d'être fait afin que tous les autres modes de paiement soient compatibles avec le système. Dans la communication importante qu'a conduite son Excellence, Monsieur le ministre des Relations extérieures, lors du lancement de ce nouveau système, vous avez bien compris que le Cameroun avait à cœur de faciliter l'accès à ce service et donc de faciliter les modes de paiement. Les diligences sont encore en cours. Vous savez que ce type d'initiative financière nécessite des mesures d'accompagnement, notamment en matière de vérification, de sécurité, et ça peut prendre un certain temps. Je ne suis pas expert de la question, mais je suppose que ces préalables sont en train d'être accomplis afin que les paiements soient sécurisés et que nos usagers soient mis à l'abri
des couacs et surtout des différents arnaqueurs qui existent aujourd'hui sur les plateformes de commerce électronique. Voilà, et en parlant de PayPal, on ne va pas s'éterniser sur la question, mais le reproche qu'on a fait au démarrage, c'est qu'il y avait un surcoût de 27 000 francs, ou plus ou moins 40 euros. Donc on pouvait introduire une demande de visa pour 153 euros, donc un visa ordinaire et qui n'est pas express en fait, et se retrouver en train de payer non pas 153 euros mais 153 avec un surcoût d'à peu près 40 euros. Et c'était un reproche qu'on faisait à PayPal. Est-ce qu'aujourd'hui le système a banni ce surcoût-là? Vous savez, les coûts des transactions électroniques existent toujours, mais vous exagérez quand vous parlez de 40 euros. Non, on n'a jamais atteint de telles sommes. Mais effectivement, aujourd'hui, avec la diversification des moyens de paiement, nous sommes parvenus à réduire considérablement les coûts des transactions qui sont négligeables et qui ne sont pratiquement plus perçus par les usagers. Et en termes de pourcentage sur les coûts des transactions, on dépasse 10%, 20%? Je pense que c'est bien moins que 10%. C'est rassurant parce que 40 euros sur... Déjà, c'était pas 40 euros. Okay. Et alors, M. Tazo, les frais de visa sont-ils remboursés en cas de retrait de ma demande? Donc j'ai introduit ma demande, puis pour des raisons X, Y, j'arrête le processus, je ne voyage plus. Est-ce que les frais de visa sont remboursés, ou en cas de refus, l'ambassade peut refuser par exemple le visa? Oui, effectivement, l'ambassade peut refuser le visa, mais sachez que le montant que vous payez, vous ne le payez pas à l'ambassade, n'est-ce pas? Parce que l'un des éléments du système que je n'ai peut-être pas évoqué tout à l'heure, c'était que les recettes sont centralisées, les recettes, donc voilà, mais dès lors que vous demandez une demande, il y a un traitement, vous demandez un visa, il y a un traitement qui se fait derrière, que vous annuliez ou pas votre voyage, l'instruction du dossier va jusqu'à la fin, il peut être sanctionné par l'acceptation du visa, et donc vous n'avez pas d'autre choix que de consommer le produit que vous avez commandé. Sans indiscrétion, quels sont les motifs de refus de visa pour un touriste qui irait par exemple au Cameroun, ou pour un Camerounais qui retourne dans son pays d'origine? Mais les motifs de refus de visa pourraient être que vous ne satisfaisez pas, ou que vous ne remplissez pas les conditions qui sont prévues par la loi de 97 modifiée en 2002 et par le décret de mars 2023, simplement. Okay. Après le paiement arrive maintenant l'étape finale, c'est-à-dire l'étape de traitement et de délivrance de visa ici à l'ambassade. Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous? Comment cela se passe dans la pratique et dans quel délai? Très bien. Retenez bien que, et d'ailleurs je vais vous montrer tout à l'heure un spécimen de e-visa, c'est-à-dire de code QR qui vous permet éventuellement de voyager. Il y a deux cas de figure. Vous résidez dans la capitale de la juridiction de la mission consulaire ou diplomatique qui a délivré le visa. Dans le cas d'espèce, vous êtes à Bruxelles. Une fois que vous avez eu le code QR, vous devez venir à l'ambassade pour la prise de vos données biométriques. Vous n'y résidez pas, vous pouvez voyager avec le code QR en question qui tient lieu de visa électronique, et votre visa sera imprimé à l'aéroport d'entrée au Cameroun. La prise de rendez-vous se fait dans votre compte que vous avez créé pour la demande du visa. Mais ici, à l'ambassade, nous ne nous accommodons pas de telles formalités. Tous les usagers qui viennent, quel que soit le moment de la journée ouvrable pour l'ambassade, sont au reçu et obtiennent la vignette de leur visa pour autant qu'ils aient le QR code. Mais je dois ajouter que, où que vous soyez, si vous avez envie de voyager, non pas avec le QR code, mais avec la vignette du visa apposée dans votre passeport, vous êtes le bienvenu à l'ambassade, avec ou sans rendez-vous. Donc vous me rassurez, je suis un homme d'affaires trop occupé, je n'ai pas le temps de faire une demande de visa avant mon départ, de me présenter pour prendre mon visa avant le départ. Donc je peux solliciter à l'aéroport de Douala ou à Simalène, je peux demander avec mon QR code qui a été généré, sachant que je vis à Bruxelles, je peux obtenir mon visa à partir de l'aéroport de Simalène, à Douala. Vous avez un QR code, j'insiste, le QR code tient lieu de visa. Donc, vous pouvez voyager avec le QR code et la vignette du visa est imprimée et apposée dans votre passeport à l'arrivée. Est-ce qu'il y a un surcoût?
Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a un autre système de contrôle éventuellement? Bien sûr, tous les systèmes qui sont dédiés à cela. Sinon, notre visa ne serait pas sécurisé. Tout à fait, tout à fait. Alors, le processus de clôture par la position de la vignette du visa sur le passeport du demandeur, il y a des frais supplémentaires exigés lors de la délivrance du visa, on l'a dit, mais nous entendons dire qu'il y a des frais de traitement de photos. Est-ce que c'est exact? Et si oui, quels sont les montants? Des frais supplémentaires exigés? Non. Vous payez des frais en ligne lors du pré-enrôlement et cela couvre l'ensemble du processus. C'est sans équivoque. Donc il n'y a pas de frais de photo une fois arrivé à l'ambassade? C'est sans équivoque ce que je vous ai dit. Okay. Je suis un jeune étudiant roumain, pour illustrer. J'ai déjà obtenu un visa biométrique en 2021, par exemple, lors de ma première visite au Cameroun. Là, je vais introduire une nouvelle demande de visa court séjour. Serais-je encore soumis à la prise de mes empreintes et de la photographie à l'ambassade? À l'ambassade, vos données biométriques sont prises lorsque vous venez pour la production du document de la vignette sécurisée. C'est en cela que la vignette et le visa que vous avez est un document de haute qualité. C'est un document qui est lié à vous parce qu'il contient l'ensemble de vos données biométriques. Mais croyez-moi, l'ensemble de ce processus ne dure pas plus de 10 minutes. Et dans la protection dans la protection de la vie privée, est-ce que vous les sauvegardez, ces données-là, pour longtemps? Croyez-moi, le système que nous avons mis en place est compatible avec toutes les réglementations internationales pertinentes en matière de protection des données, notamment le règlement européen qui en la matière tient lieu de référence. Et peut-être un dernier détail sur cet aspect-là de la protection de la vie privée. Est-ce que l'ambassade peut utiliser les données collectées lors de la délivrance de visa pour une autre raison? Évidemment non. La réponse est suffisamment claire pour tout le monde et ça lève tous les équivoques. Alors, tout à l'heure, vous êtes revenu sur le système, vous avez dit que le système est assez sécurisé. Une fois que j'ai terminé mon processus, que j'ai obtenu mon visa, est-ce que je dois supprimer mon compte ou est-ce que je peux encore réutiliser ce compte dans un délai relativement court? Vous pouvez le supprimer si vous le voulez, mais je vous suggérerais de ne pas le faire. Parce que ce compte, vous pouvez l'utiliser pour enrôler votre conjoint, votre enfant, un ami qui n'a pas le temps, comme vous le disiez tout à l'heure, ou encore pour vous-même dans 6 mois, lorsque vous avez envie de repartir au Cameroun. Merci, M. Tazo. Un dernier mot pour ceux qui vont regarder cette interview pédagogique. Ben oui, je dois dire que le e-visa constitue un véritable saut qualitatif dans la délivrance des services consulaires camerounais et en particulier le visa d'entrée au Cameroun. J'exhorte nos usagers à faire confiance à ce site, à s'y enrôler et à nous rapporter toutes difficultés auxquelles ils pourraient faire face. Nous avons ici un service de support qui est disponible tous les jours aux heures de service et croyez-moi, les résultats sont satisfaisants. C'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie, c'est de la célérité et de la sécurité pour tous. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Daniel Evinague a d'ailleurs tenu à le dire lorsqu'il procédait au lancement de cette application ici à l'ambassade et cette application vient donc renforcer toutes les dispositions qu'il a prises afin de faire de la qualité des services à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles une référence. Monsieur Olivier Kenago-Tazo, je vous remercie pour votre disponibilité et à la suite du ministre plénipotentiaire, je dois ajouter qu'en cas de difficulté rencontrée au cours de la demande, l'usager a encore la possibilité de remplir un formulaire de contact en respectant un contrôle de sécurité sur le site, je le rappelle, www.ivisacam.cm et l'adresse email du service est le suivant, il s'affiche sur l'écran, contact@ivisacam.cm. Vous avez également la possibilité d'appeler le numéro de téléphone 222 20 79 08 précédé du préfixe 00237 si vous appelez en dehors du Cameroun. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie. Merci. Okay, so let's go now to the practical aspect of our presentation. This is our consular services portal. As you can see, this is the portal where all those who are applying for a Cameroonian visa can submit their application.
When you're here, you have two possibilities. You can register. Registering means creating an account. It's very simple. You see, I clicked there. So you have to put in your personal information and you create an account. So if you already have an account, or once you've created an account, you can now log in. I won't show you my personal information, so with your permission, please give me just 1 second so that I go inside and I will show you how it works. You see, I am into my personal account. This is my profile here, and here you have visa applications. Let me go there. These are visas that have already been approved. They appear here. As I told you, during the first days of the system, we were receiving our customers here who could not access the portal. So we had to help them. That's why you can see that in my personal account, I have many files that have already been approved. Here you have applications that are still in progress. Being in progress means that I've not yet completed the process. For instance, I've not yet submitted the document or I've not yet paid. So if I want to create a new application, I just come here, new application, you see, and I fill in the form. Filling in the form means that I give my personal information concerning the applicant, my name, surname, date of birth, and so that. And once everything is okay, I accept that I confirm the accuracy of the data I've just provided, and I proceed to the attachment of the document that come to support my application. I won't go further because I don't have any specific file here that I can use to show you how it works. But after this part, you go straight to payment, and then you will have to choose. It's very simple. It takes you 5 to 10 minutes, I said, and that's how it works. Now, let's go to another part of the application, because this application is for those who apply for the visa. Now, I'm going back to the application we used to validate, to validate or to hold on or to refuse the visa. So, I beg your pardon, I need 1 minute to bring in my personal data. This is what we call visa approval. Please, here you have personal data of our applicants, so I won't go into the details, but as you can see, notice that you have 3 colors here. This is gray, this is yellow, and this is red. The red concerns all the files that have been online for more than 2 days, which means that we have to take a decision. Yellow means that it has been online for 2 days. And the gray just means that the file was submitted today. You see, it's very easy for us to know where we have to absolutely take a decision. Let me open a file, but I can't go in because there are personal data. But if I open a file, you will notice, for example, I can show you how I can evaluate a file. What are the elements I take into account to say, okay, this is good, and I validate it and give him the visa to go to Cameroon. So everything is very simple, as I said, and I really encourage those who want to visit Cameroon to go online on evisacam.cm to submit their file there, and maximum 3 days later they will receive an answer. Thank you so much. Thank you very much.